Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. On continue nos post-mortem après vous avoir parlé des Grizzlies, du Magic et des Pistons. Place à une équipe un peu plus, on va dire peut-être un peu plus glamour, un peu plus populaire. On va parler des Lakers aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai avec moi Constant. On va révéler ce qui se passe là. Ça sortira dans quelques jours, mais c'est enregistré à quelques heures du premier match d'une finale de conférence après avoir vécu, parce que vous n'êtes pas dans le secret des dieux, vous n'êtes pas dans la conversation Dunk Hebdo, mais je peux vous dire que le mini-GOAT était en fusion sur les demi-finales de conf. Donc, dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Oui, effectivement, de toute façon, ça s'est vu sur les débriefs We Are Thunder. Globalement, j'ai fait tous les débriefs du match 3 jusqu'au match 7, donc les gens ont pu constater la dégradation de mon état mental au fur et à mesure que la série progressait. C'était les montagnes russes, quoi. Après le match 3, c'était très très bas. Après le match 4 et surtout le match 5, ça remontait. Match 6, c'était complètement down. Enfin voilà, une série où il a fallu avoir les nerfs solides. Une série en intégralité en 7 face à Nikola Jokic, il faut avoir les nerfs solides. Et j'ai envie de dire, peut-être que c'est le relâchement post-Game 7, peut-être que c'est le fait de ne plus avoir affronté Nikola Jokic, mais j'aborde la série face aux Wolves plus sereinement que la série face aux Nuggets, parce que je me dis, t'es passé de jouer 7 matchs face à Jokic, Murray et leur armée de joueurs expérimentés à devoir défendre sur Anthony Edwards et Julius Randle. Bon, on va en parler dans ce post-mortem, puisque c'était l'équipe qui a détrôné, ou en tout cas qui a battu ces Lakers. Mais je suis un peu plus rassuré, peut-être inconsciemment, peut-être que c'est pas le bon réflexe, mais je suis plus confiant sur la capacité d'OKC à aller en finale NBA et à remporter cette série que la précédente. De toute façon, au moment où ça sortira, il y aura, alors, selon notre calendrier, un, voire deux matchs de jouer. Donc peut-être que pendant ce moment-là, les auditeurs, les auditrices pourront dire, oh là là, Il y aura peut-être quel match. 2-0 Minnesota. Ou s'il y a 2-0 Minnesota, on serait sur une séquence un peu Oui. time. Très clairement. Alors aujourd'hui, on va parler, tu l'as dit, d'une équipe que Minnesota a affrontée. Ce sont ces Lakers. Alors il y en a quelques-unes des déceptions de playoffs, mais on pourrait dire que c'est une des vraies déceptions qui n'a pas subi le courroux des blessures. Alors voilà, c'est une vraie déception sur le terrain. Et on va en parler justement. Avant ça, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify, ou je rappelle mon petit avertissement. N'hésitez pas à télécharger les épisodes parce qu'on se prend strike sur strike. Vous inquiétez pas, ceux qui ont moins de 2 ans sont tirés d'affaire, mais avant, voilà, téléchargez-les ou écoutez-les sur d'autres plateformes. Voilà. Constant, pas de pause dans ces post-mortem. On enchaîne et on va donc parler de cette fin de saison de ces Lakers où on est un petit peu obligé, vu ce qui s'est passé, vu le tremblement de terre du trade de Luka, d'aborder un peu la fin de saison, ce qui avait été déjà fait dans l'épisode Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre, et d'aborder cette série de playoffs. Constant, quelle déception cette série de playoffs. Non, mais c'est là où moi je tiens à dire que j'ai été particulièrement bête. Et c'est le point où je me dis des fois tu ferais mieux de dire ce que tu dis et de pas en rajouter. Puisque rappelle-toi Ben, quand on avait fait les pourquoi ils gagneront pas sur les Wolves, j'avais dit je la sens plutôt bien cette équipe. J'avais dit le plafond c'était finale de conférence. Sauf face aux Lakers où je les voyais pas s'imposer. Donc vraiment j'aurais mieux fait de fermer ma gueule en disant leur plafond c'est finale de conf point. Puisque je voyais les Wolves bien face à tout le monde sauf aux Lakers et évidemment ils m'ont fait mentir. Bon moi je vais pas m'en cacher, de voir les Lakers perdre au premier tour, ce n'est pas pour me déplaire. Je vais être très honnête, ce n'est pas pour me déplaire. Mais effectivement, quelle déception. On avait parlé quand on avait fait le power ranking, on avait parlé quand on avait fait le 4K. Il y avait plein de fans des Lakers qui nous disaient oui, mais regardez la défense. À un moment, ils étaient deuxièmes. Ils avaient joué Washington, Charlotte, Orlando. Enfin, ils avaient joué que des attaques de merde. On disait ouais, regardez la défense, elle tient. Spoiler alerte, la défense n'a pas du tout tenu sur cette série face à Minnesota. Et l'attaque, elle nous a toujours laissé sur notre faim, puisque l'attaque, même sur la fin de la saison régulière, a jamais été particulièrement excellente à partir du moment où tu as eu l'intégration de Luka Doncic. Tu as toujours été une attaque moyenne. Au niveau des ratings, tu es dans le milieu du paquet à partir du moment où tu as le trade de Luka qui est effectué. Enfin voilà, c'était une attaque moyenne, mais qui parvenait à remporter des matchs grâce à sa défense, j'ai envie de dire, ce qui était un petit peu le point auquel on s'attendait pas du tout quand on évoquait les Lakers. C'était une équipe plutôt, moyenne bonne défensivement. Elle avait ses passages. Je veux pas dire que c'était une défense non plus qui
était complètement frauduleuse, mais elle avait ses passages où elle était très très bien. Il y avait des passages où c'était un peu moins bien, mais au moins elle t'amenait un espèce de plafond en termes de points encaissés que l'attaque moyenne pouvait un minimum compenser, surtout via la création de Luka Doncic ou via la création de LeBron James. Et aussi d'Austin Reeves qui a pris une ampleur autre à partir du moment où il y a eu le trade de Luka en création individuelle. Donc sur la fin de saison, les Lakers, ils étaient vus un petit peu, pas comme un ogre, mais comme plus qu'un trouble fait. Hein. C'était un des cadors de la conférence Ouest, notamment les 2 matchs là qu'ils ont joué à OKC juste avant la fin de saison régulière où ils mettent 2 fois 12-3 points en première mi-temps, où là tu te dis oh là les 3 points commencent à tomber dedans, ces Lakers sont impressionnants. Moi je vais pas mentir, je crois que je les avais mis dans mon bracket, je les avais mis finalistes de conf et ils perdaient face à OKC. C'était la prédiction que j'avais fait, donc je les voyais extrêmement beaux. Force est de constater qu'ils sont tombés peut-être avec du recul sur la match-up qui pouvait vraiment punir les points faibles des Lakers qu'on n'avait pas complètement vu en saison régulière. Je te rejoins parfaitement, Constance. Enfin, sur cette série de playoffs, ils sont à 100, même pas 110 points sur 100 possessions en attaque. Parmi les équipes qui ont, si on exclut les équipes play-in parce qu'il y a qu'un match, les seules équipes moins offensives, c'est Memphis et Orlando. Orlando qu'on critique souvent pour cette faiblesse en attaque, et Memphis qui a perdu déjà en cours de série. Je veux dire, et qui a affronté la défense d'OKC. Bon, on pourrait me rétorquer que la défense de Minnesota est aussi solide, mais peut-être pas au niveau d'OKC. Avec Luka et LeBron en termes de génie offensif présent dans cette équipe, la vraie déception, c'est l'attaque. Je te rejoins totalement, Constant, et moi, je vis une vraie déception vis-à-vis de cette équipe parce que t'étais pas le seul, on n'était pas le seul. Il y avait un mystère autour de cette équipe de Lakers, mais tout le monde les voyait comme des véritables troubles faits, et je pense qu'on a été un peu intoxiqués par cette fin de saison où certains des points faibles que tout le monde avait identifiés dès l'arrivée de Luka, Jackson Hayes, pivot titulaire, le manque, peut-être le fait de parfois partir sur du small ball, je sais que tu vas parler là-dessus, on avait tout identifié. On a eu 6 semaines où la défense a su tenir face à des adversaires un peu moins bons. On a eu une attaque qui a été pas inspiré. On a eu, et ça faut le dire, Luka qui a pas été très très bon, et il y a des questions sur à la fois je sais peut-être sur son poids, mais aussi sur sa forme physique sur la fin de saison. On avait eu ces éléments-là. Je pense que collectivement on a voulu peut-être pas y croire parce que les sommets étaient très très hauts. T'as parlé de ce match contre OKC, et au final on est déçu. Mais là je pense qu'on peut s'en voir là où, et on fera le post-mortem plus tard, hein, Cleveland et Boston, il y a des trucs un peu surnaturels de blessures, de réussite, etc. Les Lakers, il y a beaucoup d'éléments qu'on avait déjà vus, et je pense on s'est un peu trop attardé sur les points positifs. Mais on s'est attardé sur les points positifs aussi parce que les victoires des Lakers étaient face à grosses équipes. Tu vois, sur les confrontations directes, surtout sur la fin de saison régulière, là, à partir du moment où tu commences à basculer sur le mois de mars, ils ont battu, à un moment, ils font un enchaînement où ils battent les Wolves, où ils battent les Clippers 2 fois, ils battent New York en overtime, puis ensuite, ils vont à Boston, je crois que LeBron n'est pas là, où ils font un super match, et puis après, ils tapent Denver, ils tapent Indiana, ils mettent une raclée à Houston à la toute fin de saison régulière, enfin, ils battent OKC, bien sûr. Enfin, il y avait quand même des matchs références face aux gros adversaires. Et j'ai envie de dire qu'on s'est peut-être un peu trop attardé sur les grosses confrontations. On disait, tiens, cette équipe, elle est quand même intéressante. Défensivement, il se passe pas mal de trucs. Et qu'on s'est un petit peu caché les yeux sur les performances qui étaient plus inquiétantes. Il y a 2 défaites face à Chicago en l'espace de 3 jours. Il y a une défaite face à Orlando. Il y a une grosse raclée subie face aux Bucks aussi en deuxième nuit de back-to-back. Je suis pas sûr qu'il y avait tout le monde sur celui-là. Mais bref, il y avait plusieurs matchs qui étaient quand même où tu voyais que tu avais des Lakers à 2 visages, où tu avais des Lakers qui défensivement étaient capables de complètement prendre l'eau, et où tu avais des matchs où l'attaque juste ne performait pas suffisamment pour justement permettre à la défense de prendre le large, et où tu te reposais un peu trop sur la création individuelle de tes 3 premiers joueurs. Et j'ai envie de dire que c'est un peu tous les points négatifs sur la défense et tous les points négatifs sur l'attaque sont venus s'aggluer sur cette série de playoffs. Et tous les points positifs qu'on avait vus sur l'attaque et sur la défense en saison régulière, sur les grosses match-ups et les grosses confrontations, on l'a pas revu sur cette série face à Minnesota. Et je sais, tu as que parler comme ça, c'est un peu, je sais pas, d'un autre temps, mais il passe pas la barre des 100 points 3 fois sur 5. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Et je te rejoins là-dessus.
Et ça va venir un peu corroborer pas mal de points qu'on va mettre en avant. Je pense qu'il y a une question de répétition de performance de haut niveau avec cette équipe. C'est-à-dire que même sur cette série, il y a des séquences où les Lakers, et pas des matchs, c'est peut-être ça un premier problème, il y a des séquences ou des cartons où les Lakers sont une équipe dominante. Mais le problème, c'est que face à une équipe de Minnesota qui leur a coupé l'accès au cercle, parce que les Lakers, ils obtiennent rien au cercle sur cette série, ils vont pas au cercle, bah globalement, on est face à une équipe qui est devenue inoffensive. Et vraiment, je pense que ça, c'est un truc qu'on avait collectivement peut-être sous-estimé aussi, c'est la faiblesse ou en tout cas le plafond offensif de cette équipe qui est peut-être pas si haut qu'on pouvait l'espérer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur cette série? Ah oui, bon, moi j'ai plein de trucs à rajouter. Mais déjà, pourquoi l'attaque fonctionne pas? Parce qu'on avait dit l'an dernier, enfin, c'était soi-disant le remake de Luka Doncic face à Rudy Gobert. Quelle est la différence entre la série de l'an dernier et la série de cette année? C'est que l'an dernier, quand Gobert il jouait du drop, Luka Doncic, il avait un mec à qui envoyait le lob derrière pour faire un dunk, les Daniel Gafford, les Derek Lively, ce type de joueurs. Là, quand t'avais Gobert qui essayait de jouer une isolation sur Luka Doncic, c'était Dorian Finney-Smith, c'était Rui Hachimura qu'on laissait ouvert à 3 points. Et c'est pas la même entre le fait de te prendre un lob derrière qui est quasiment 2 points assurés et le fait de laisser un 3 points wide open. Donc, moi, j'ai plein de trucs à dire offensivement sur cette série des Lakers. Déjà, je trouve qu'il y avait un manque pas de versatilité, mais il y avait quand même un manque de créativité assez flagrant. C'est-à-dire qu'on n'a tellement pas exploité le potentiel de Luka Doncic, on n'a tellement pas exploité le potentiel de LeBron James. Enfin, LeBron James, les seuls moments où il existe, c'est un peu le match 4, là où il va chercher beaucoup le lancer franc, où il est très agressif sur le drive. C'est un peu les seuls moments où les Lakers ont pu accéder au cercle. Luka Doncic avait été très bon sur le Game 1, mais honnêtement, sur cette série, franchement, heureusement que Minnesota met pas un panier dedans sur le match 5 parce que sinon ils prennent une raclée. Et heureusement que sur le match 2, ils font une énorme première mi-temps parce que sinon ça peut se terminer en sweep cette affaire. Ça peut se terminer en pur et simple sweep. Donc en attaque, moi c'est... Et de manière plus globale, j'ai envie de dire, c'est une série pour Redick. Hein. C'est une série où j'ai énormément de choses à reprocher à JJ Redick. C'est-à-dire que JJ Redick, je pense qu'il s'est cru encore en 2020 où il s'est dit... Le small ball, le switch all, c'est exactement comme ça qu'il faut attaquer. Eh ben non, parce que franchement, le nombre de trucs où, tu vois, tu parlais du fait que en attaque, ils avaient pas été extrêmement performants au niveau de leur offensive rating. Si tu prends l'EFG, ils ont un EFG plus haut que les Wolves sur l'intégralité de la série. Pourquoi ils ont un offensive rating plus bas? Parce qu'ils ont perdu un camion de ballons. Si on prend la différence de turnover sur la série, il y a 5 matchs, il y a 17 turnovers d'écart. Ça fait 3,5 turnovers d'écart par match sur l'intégralité de la série, c'est beaucoup trop, sachant que de l'autre côté, tu as laissé un camion de rebonds offensifs aussi. C'est problématique du small ball. Donc, si on se concentre juste sur l'aspect offensif, je trouve que c'est une équipe qui a cruellement manqué de créativité dans l'utilisation notamment du jeu à deux entre Luka Doncic et LeBron James et qui n'a pas su soit mettre les bons shooters en mouvement, soit n'a pas su être efficace au niveau du tir à 3 points. Il y a beaucoup de moments où il passe à côté, sauf sur le game 4. Enfin voilà, je trouve c'est une équipe qui s'en est beaucoup trop remis à la créativité de Luka Doncic, et c'est un peu le problème que j'ai avec Luka Doncic sur cette série, c'est que on a quand même vu les limites de son playmaking à partir du moment où t'as pas un rollman qui est une menace sur l'aube, et c'est en ça aussi que la défense de Minnesota a pu s'ajuster par rapport à l'an dernier. Ouais, je te rejoins sur l'aspect prévisible de leur attaque, ou en tout cas, c'était pas une attaque qui, encore une fois, avec des playmakers comme LeBron James et Luka Doncic, on s'attendait à ce que ça soit une équipe qui puisse profiter là-dessus après. Je sais que tu as d'autres choses à rajouter sur l'attaque. Moi, je pense que la déception, elle est d'autant plus sur l'aspect peut-être défensif, parce qu'ils avaient montré des prouesses défensives, et que défensivement, et tu l'as dit, face à une équipe qui a eu des pertes de réussite, ces Wolves, ils voient pas le jour en fait. Les Wolves, offensivement, ils ont un des meilleurs net rating. Le 5 titulaire des Wolves, actuellement, c'est genre le meilleur net rating des playoffs avec celui de Golden State, en grande partie parce que sur la première série, ils atomisent les Lakers, que ça soit, tu l'as dit, sur rebond offensif où la taille a été vraiment difficile à gérer pour les Lakers. Et c'est là où on en parlera dans les dossiers d'intersaison. Il faut pas non plus, on est dans une NBA tellement ouverte, encore un nouveau champion cette année, il faut pas tout révolutionner dans ton effectif si tu perds une série parce que tu as peut-être pas joué le bon match-up. Et là, je pense qu'on peut arguer que c'était clairement pas le bon match-up pour eux parce que la taille a été un immense problème. Enfin, il y a plus d'une séquence où quand tu alignes un Jaden McDaniels, quand tu alignes un Julius Randle et un Rudy Gobert, offensivement,
défensivement, pardon, ils sont trop petits en fait. Avec ce 5-là, ils ont pas de réponse. Donc, peut-être sur l'aspect défensif aussi, moi je te rejoins bien évidemment sur l'aspect offensif, mais sur l'aspect défensif, je trouve que ces Lakers, et ça vient en contradiction des derniers Lakers qui ont connu du succès, c'est les Lakers de la bulle, c'était des Lakers qui dominaient physiquement. Il y avait Anthony Davis, il y avait Dwight Howard, les restes de Dwight Howard à l'intérieur, etc. Là, j'ai trouvé que en plus d'un manque d'ingéniosité offensive, il y avait cet aspect défensif où il se faisait écraser. Le rebond offensif était un symbole de ça. Pour moi, ils perdent. Enfin, les lacunes défensives viennent du fait que tu avais des lacunes offensives et que dans le personnel que choisissait JJ Redick, il s'est dit bon bah puisque j'arrive pas à faire des trucs offensivement, je vais tenter l'illusion du full spacing, du 5-back complet avec généralement c'était Dorian Finney-Smith ou Rui Hachimura qui joue au poste de pivot. Sauf que bah du coup quand t'as un 5 aussi petit, au rebond offensif t'es inexistant. En termes de capacité de drive face à la longueur des ailiers de Minnesota, ça marche pas. Et comme en plus Minnesota normalement, c'est pas une équipe qui génère tant de turnover que ça, mais comme ils en ont réussi, comme ils sont pas revenus à t'en faire provoquer un paquet sur cette série-là, ça marchait pas. Et défensivement, tu vois les profils un peu défensifs habituels des Lakers, notamment Jared Vanderbilt, c'est des profils que t'as quasiment pas vus sur la série, parce que offensivement, ils étaient dans une telle catastrophe que ils ont sacrifié sur ce point-là. Mais de l'autre côté, bah tu te fais démolir. T'as eu quand même, et c'est le point que j'évoquais en off juste avant, c'est que Dallas, tiens, lapsus révélateur. Les Lakers, quand ils jouent au KC un soir de saison régulière, un dimanche à 21h30, ils font des stunts hyper agressifs. Donc les stunts, c'est venir aider sur un joueur qui drive. Enfin, t'as un joueur qui drive et t'as un joueur qui normalement est censé défendre quelqu'un dans le corner qui vient repiquer dans l'axe du panier pour empêcher le drive. Et je trouve que ils ont fait ça face à OKC, qui était plus ou moins ce qu'avait fait Dallas l'an dernier. Par contre, face à Minnesota, qui a plus ou moins le même profil d'équipe, c'est-à-dire avec un joueur qui peut beaucoup driver avec Anthony Edwards, même avec Naz Reid, avec Julius Randle, il n'y a pas que du post-up. Ils font pas de stunt. Bah non. Ils font du switch all. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Et vraiment, ouais, c'est pour ça que je dis que j'ai dit que sur cette série, il est bloqué en 2020, quoi. Il fait du switch all, sauf qu'avec le switch all, du coup, la protection de cercle, c'est espérer que LeBron fasse un peu de protection de cercle, mais LeBron sur cette série défensivement a été catastrophique. Le nombre de fois, et là, pour le coup, hashtag DH20, le nombre de fois où ils ont ciblé Luka Doncic, où c'était création de décalage, c'est assez catastrophique. Vraiment, sur cette série-là, la défense de Luka Doncic a été extrêmement problématique. Et comme tu n'avais pas les intérieurs de Dallas de l'an dernier pour colmater les brèches, ça s'est encore plus vu. Même Rui Hachimura, de temps en temps, ils ont fait du mismatch hunting sur Rui Hachimura. Enfin, il y avait beaucoup de problématiques défensives. Et le fait de jouer petit, ça fait que tu t'es fait ouvrir au rebond offensif. Le nombre de rebonds offensifs que Rudy Gobert il fait sur le match 5, je sais plus à combien de rebonds off il termine, mais je crois qu'il est à 25 rebonds. Enfin bref, je veux pas dire de bêtises, mais il est sûr en 20-20. Et puis voilà, de l'autre côté, je trouve que ils ont eu là où ils ont eu de la chance, c'est que Minnesota, hormis sur le game 1, un tout petit peu sur le game 4, a rien mis dedans à 3 points. Parce que si Minnesota avait commencé à mettre un peu dedans à 3 points, le sweep était plié. Le sweep était plié et il y avait absolument rien à dire. Donc je trouve que c'est défensivement, ils avaient peut-être pas le personnel, mais cette optique vraiment de passer sur du switch all, de pas faire de stunt sur Anthony Edwards, enfin moi je trouve que c'était vraiment pas la bonne approche que tu pouvais avoir face à ces Wolves, qui en plus en termes de réputation sont pas connus pour être une attaque d'élite. 16 rebonds offensifs pour Gobert entre le match 4 et le match 5, dont 9 dans le seul match 5. Et il finit en quoi, 21-24 ou une connerie dans le genre, enfin ouais. 27-24, ouais. Donc assez incroyable. Et dernière chose par rapport à, tu vois, cette volonté de JJ Redick d'être bloqué comme moi en 2018, c'est ce truc, c'est que le seul monde où ça peut marcher, ça, c'est qu'il faut que tu mettes tout. Et ils ont pas mis les tirs. Enfin, globalement, qui fait une bonne série à 3 points, peut-être à part Hachimura. Personne fait une bonne série. Luka est pas en réussite au tir. Ils ont peu d'accès au cercle. Et même, on va dire que même pour les Lakers, ils sont pas été tant que ça à vérifier au niveau des stats. Ils ont pas passé leur journée sur la ligne aussi. Non, ils ont 16 francs de moins que les Wolves sur la série. Donc, il y a un moment, l'addition se fait plus. Il y a un moment pour ces Lakers qui, je trouve, après, on va revenir là-dessus, c'est un dossier de l'intersaison aussi, que l'apport des role-players, mais des role-players un peu plus loin dans la rotation, le différentiel était assez fou, en tout cas, avec les Wolves, et je trouve que, même sans aller très loin dans la rotation,
il y a un moment où quand tu as vu du côté des Lakers que tu devais compter sur, je sais pas, tu devais compter sur des Gabe Vincent Maxi ou Kleber qui sort de nulle part au Game 6-5. Là. Tu vois, c'est pas les rotations d'une équipe, surtout dans la NBA actuelle où on voit là toutes les équipes qui arrivent en finale de conf font toutes soit jouer leurs joueurs 48 minutes, soit ont des rotations qui sont longues et même la rotation des Knicks est beaucoup plus importante que celle des Lakers. Donc c'est un peu un contretemps. Il y a un contretemps dans la construction d'équipe aussi. Je trouve qu'il faut mettre en avant. Mais deux petits trucs, mais ça rejoint ce que tu dis. Si on devait un petit peu retenir les grands enseignements des playoffs, on peut en tirer un chaque année. J'aurais dire que cette année, c'est un peu le jeu de la possession qui va être le grand enseignement cette année. Et puis surtout la rotation à 8. Hein. Je veux pas être méchant, mais regardez OKC, regardez Minnesota, regardez même les Knicks et regardez Indiana. Ils ont un 6-7-8 qui est en béton armé. Ce qui n'est pas le cas des Lakers. Et pour le coup, tu parlais du manque d'apport de passer le starting five. Enfin, le vrai starting five, et hein, encore, je ne pas Jackson Hayes. Hein. À partir du moment où tu mets Dorian Finney-Smith et où tu mets pas Jackson Hayes, parce que Redick leur faisait pas confiance du tout à ces joueurs-là, au 6-7-8. Oubliez pas la deuxième mi-temps du match 4 où il ne fait aucun changement. 24 minutes pour tout le monde. C'était jamais arrivé. Même Tom Thibodeau n'a jamais fait ça. Très honnêtement, il y a un peu un truc d'arrogance du jeune coach. Je vais tenter un truc qui a jamais été fait. Je sais pas. Moi, je l'ai vécu en replay et je trouve que ça n'avait aucun sens. C'est un peu performatif de faire ça. C'est de l'art abstrait, quoi. On va tenter un truc. C'est bizarre. En fin de match, ils sont tous cramés et il y en a plus un pour être lucide, pour prendre les bonnes décisions. C'est très étrange. Comme quoi, les remplacements, ça sert peut-être à quelque chose au basketball. Surtout que t'as LeBron qui a 40 piges, qui est pas, enfin bref, dans une série qui est contre une équipe ultra athlétique. Oui, bref. Je te rejoins, pardon, dans ce qu'il faut retenir sur la longueur des rotations et aussi sur des profils différents que tu puisses offrir. C'est-à-dire que faut, par exemple, je sais pas, sur ton poste de pivot, certes, tu as peut-être un bon pivot, mais tu as aussi une solution au cas où, quand ce joueur-là va être sur le banc, tu dois offrir quelque chose, tu dois offrir plusieurs looks, comme disent parfois les Américains. Il y a une espèce de côté prévisible du côté de ces Lakers qui fait tâche. Je pense qu'on est tombé aussi un peu dans l'idée de star power. Voilà, il y avait Luka Doncic, il y avait LeBron James. On s'est dit bon, sauf que je suis désolé, c'était pas Luka Doncic top 5 DH20 qu'on avait. Là, c'était Luka Doncic beaucoup moins fort. Oui. Est-ce qu'on ouvre les dossiers de l'intersaison? Oui, parce que j'ai envie de dire, on peut faire pas mal de reproches sur la construction du roster de ces Lakers, mais ça rejoint un petit peu le fait que quand tu fais un trade aussi sismique que celui de Luka Doncic au mois de février, forcément l'effectif va pas être optimal autour de Luka. Donc du coup, ça amène sur les points de l'été, effectivement. Si on ouvre le premier dossier, c'est assez marrant de voir que j'aime bien quand c'est ça, écouter ce que disent les fanbases, tu vois, sur des podcasts, etc. Et quand tu tapes genre off-season Lakers sur YouTube ou même dans les applis de podcast ou que tu écoutes des podcasts, le premier sujet qui est ouvert, c'est KD. Pas encore. Les montages n'ont pas été encore, Photoshop n'est pas assez rapide. Pas encore assez. Le pire, c'est qu'on peut rien dire. Non, on maintenant, peut plus. Mais c'est la question du pivot. Parce que je pense que Jackson Hayes, il y a eu 2-3 bonnes semaines, mais tout le monde est assez d'accord, je pense, dans le microcosme NBA pour se dire que ce n'est pas la solution au poste de pivot d'une équipe qui a des ambitions. Surtout quand tu vois les secteurs intérieurs des 4 dernières équipes. C'est-à-dire que, en gros, si, encore une fois, ça se joue à rien, on est d'accord, mais quand tu vois que d'un côté, tu as la doublette Hartenstein, Chet, quand tu as le secteur intérieur de Minnesota dont on a parlé, Karl Anthony Towns et la pléthore d'ailiers qui parfois est décalée plus sur du secteur intérieur du côté des Knicks, et tu as aussi du côté de Pascal Siakam et Miles Turner du côté d'Indiana, je vais y arriver. C'est des secteurs intérieurs, en tout cas des rotations à l'intérieur qui sont beaucoup plus fournies que ce qu'on a du côté des Lakers. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est le chantier de l'intersaison? Ah oui, c'est obligé. Mais ça aurait été tout autant le chantier s'ils avaient pris Mark Williams. Hein. On va être très honnête, hein, parce que c'est pas Mark Williams qui aurait changé quoi que ce soit à la série. Défensivement, il se serait fait ouvrir par les Wolves, parce que c'est pas un bon pivot défensif. Non, je pense que en fait, tout le truc, et là aussi, je vais peut-être un peu dédouaner JJ Redick, c'est que il construit quand même une bonne partie de sa saison avec une défense où au point d'ancrage, c'est Anthony Davis. Puis après, au mois de février, il se retrouve à échanger Anthony Davis pour Luka Doncic. Donc, on va dire que t'es passé d'une défense où le seul maillon faible que tu pouvais plus ou moins exploiter, c'était Austin Reeves, à
quasiment 3 maillons faibles que tu peux exploiter, puisque je l'évoquais sur la série, LeBron est catastrophique, moi je trouve défensivement, Luka Doncic, j'en parle même pas, et même Austin Reeves a été loin d'être impérial défensivement sur la série face à Minnesota, parce que au physique, il s'est quand même fait bien avoir par justement les qualités athlétiques de pas mal de joueurs de Minnesota. Enfin voilà, donc il a fallu un peu reconstruire tout ça. Et moi, le premier truc, c'est qu'est-ce que tu fais? Quel type de pivot, vers quel type de pivot tu dois te projeter? Parce que tu as des contraintes financières, puisque les Lakers, ils sont à partir du moment, spoiler alert, où LeBron James va prendre sa player option à 53 millions de dollars, ils ont plus de marge. Voilà, ils sont au-dessus de la première apron, ils sont pas très loin de la deuxième apron, mais en gros, à partir du moment où tu dépasses la première apron, faut faire du 100% ou du dollar pour dollar, ou alors il faut potentiellement récupérer moins de salaire que ce que tu envoies. Mais vu comment est construit le roster des Lakers en termes de salaire, c'est difficile de récupérer un pivot de qualité qui est capable d'être titulaire pour une équipe championne avec le salaire des joueurs que tu as à ta disposition. Donc ouais, vers quel type de profil vers quel type d'intérieur tu veux aller? Est-ce que tu veux sur un intérieur qui fait du drop? Est-ce que tu veux aller sur un intérieur un peu plus mobile? Dans tous les cas, il faut que ce soit une menace sur lob, il faut qu'il amène de la verticalité en attaque. Ce qu'on a vu, Luka Doncic, tout aussi bon playmaker qu'il est, il lui faut de la verticalité sur le pivot. On avait vu qu'avec Porzingis, ça avait pas fonctionné aussi bien que ce que on l'avait cru au moment du trade, parce que Porzingis c'est plus sur du pop et t'amenais pas la verticalité, encore moins de verticalité à l'époque où il était tradé à Dallas que là les 2 dernières années du côté de Boston. Donc il lui faut un Daniel Gafford, il lui faut un pivot type Derek Lively, il lui faut ce type d'intérieur. Quels sont les intérieurs réalistiquement disponibles en termes de tarifs et en termes d'équipes vendeuses qui peuvent venir renforcer les Lakers? C'est la première question que je me pose. Tu vois? J'ai envie de te poser une question pour répondre à ta question par une autre question. On construit cette équipe pour qui? Pour Luka Doncic. Et pour quand? D'accord. On reconstruit cette équipe pour Luka Doncic. Ça veut dire que si y a une opportunité de marché, une nouvelle opportunité de marché, qui se présente sur un pivot qui est encore assez jeune, pour lequel peut-être tu as des questions sur la prochaine campagne de playoff, mais qui pourrait être prêt dans 2-3 ans, tu prends ce pivot-là. En fait, c'est toute la problématique que j'ai envie d'évoquer, c'est que tu dois construire l'équipe pour Luka Doncic, mais en fait, même si tu mets de côté l'argument LeBron James, tu vois, parce que bon, LeBron, il va avoir 41 ans au mois de décembre, tu sais que, allez, s'il a 2 années, c'est déjà un miracle. Moi, je pense qu'il en a une, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais, quoique, il y a Bryce, Bryce, il a rien à faire en NBA. Mais bon, bref, ça, il a James marqué sur le nom de derrière, donc il sera peut-être en NBA. Mais, même sur ça, tu ne peux pas, tous les Lakers que tu peux pas, entre guillemets, sacrifier ou faire une année de retooling ou une année de préparation autour de Luka Doncic en disant on vise l'été 2026 et peut-être la retraite de LeBron James et peut-être 50 millions de salary cap qui vont se dégager. Parce que Luka Doncic en soi, à partir du moment où c'est quand la dernière fois qu'il a vraiment pas été compétitif ou en tout cas qu'il aborde la saison avec autre chose que je veux viser le titre. C'est quoi, Et je suis candidat MVP et je suis favori MVP tous les ans, voilà quoi. Et mon équipe doit avoir l'avantage du terrain sortie de la saison régulière. Qu'ils ont jamais. Ça c'est un autre débat. Enfin à Dallas en tout cas, aux Lakers c'était autre chose, mais tu vois, tu peux pas te dire l'an prochain j'essaye de faire une année où je prépare le terrain, où je sème les graines d'une équipe, la future bonne équipe autour de Luka Doncic pour que sur la 26-27 tu vas le convaincre aussi, Luka. C'est ça. Bon, après je le vois mal partir. Ça, c'est un autre débat. Je le vois mal partir. Surtout qu'il est éligible à une extension là dès cet été. Je pense que de la manière dont ça va se goupiller, c'est Bobby Marks qui en a parlé. Il va prolonger pour 3 ans. Comme ça, les 3 ans, ça fait 10 années d'expérience. Et quand tu as 10 années d'expérience, tu peux signer à 35% du cap. Donc, Luka Doncic pourra récupérer, entre guillemets, tout ce qu'il a perdu en ne pouvant pas signer l'extension du côté de Dallas. Mais oui, et du coup, moi, la question que je me pose, c'est ils vont recruter un intérieur, c'est sûr, mais à partir du moment où tu fais pas Mark Williams, c'est quel intérieur que tu vas chercher? Moi, j'ai quelques noms, hein, mais financièrement, c'est compliqué. Soit financièrement, c'est compliqué, soit ça me paraît réalistiquement difficile. Genre Nick Claxton, parce que moi, je l'ai vu passer partout. Ça, c'est réalistiquement difficile. Non, c'est financièrement difficile. Enfin, financièrement, j'y crois pas trop. Réalistiquement, peut-être que les Nets seraient vendeurs. Mais Nick Claxton, il prend 19, 16, 13 et 11% du cap. C'est-à-dire que si jamais les Lakers veulent se positionner comme une franchise attractive sur la Free Agency 2026, faut quand même garder un peu de cap, faut quand même garder un peu de sous.
Et la problématique que j'ai avec les Lakers, c'est que les 27 millions de Nick Claxton, si tu dois faire du dollar pour dollar, faut agréger des salaires. Je suis même pas sûr, tu vois. Là, faudrait que je vérifie ça au moment où je parle, parce que Tom, sinon, doit se prendre les cheveux. Mais je crois que quand t'es au-dessus de la première apprendre, tu peux encore agréger des salaires pour faire un trade. Donc, admettons qu'ils puissent agréger des salaires. Le seul truc où tu peux faire dollar pour dollar 27 millions, c'est en faisant Dorian Finney-Smith, Austin Reeves. Ils vont pas faire ça. Non. Ils vont pas faire ça. Alors, est-ce que la deuxième proposition, c'est l'Arlésienne Walker Kessler? Oui, c'est l'Arlésienne Walker Kessler, parce que de toute façon, le Jazz, sans vouloir manquer de respect au Jazz, mais personne comprend leur projet. Je suis désolé. Si quelqu'un comprend le projet du Jazz, qu'il vienne me l'expliquer dans les commentaires. Moi, je comprends rien. Alors, je veux bien, vous en avez parlé, je veux bien qu'ils aient pas spécialement de chance à la loterie, mais il y a un moment, je comprends rien à leur projet. Donc, oui, peut-être que Walker Kessler. Et moi, je trouve pour le coup que Walker Kessler, oui, quand tu es au-dessus de la première apprendre, tu peux agréger les salaires. Ouais, c'est ce que j'étais en train de vérifier. Donc je n'ai pas dit. Oh, allez, t'as vu, multitask. Mais non. Mais moi personnellement, je préfère limite le profil de Walker Kessler au profil de Claxton. Je trouve que Claxton, depuis le départ de KD et de Kyrie, c'est un peu perdu. C'est compliqué. Ouais, c'est un peu perdu dans un rôle. Alors ok, on peut me dire que le playmaking de Claxton est meilleur que le playmaking de Kessler, mais je trouve qu'il a perdu en verticalité, même défensivement. Je trouve que Kessler est un super joueur de drop, un super joueur de protection de cercle. Pour moi, c'est limite plus le profil Claxton que tu dois mettre à côté d'un Kessler, que tu dois mettre à côté d'un Luka Doncic, plus que Nick Claxton justement. Mais le problème, c'est que si tu veux échanger Walker Kessler dès cet été, va falloir le payer aussi. Et pour le coup, Walker Kessler, là, il est encore sous deal rookie. Donc, pour le coup, en termes de 100%, tu peux mettre... c'est pas ce que tu vas mettre le salaire. Ça va pas être une problématique. Ce sera plus en termes d'assets et en termes de pick de draft. Mais par contre, si tu veux prolonger Kessler, je pense qu'on va pas être très loin du montant d'Annie Claxton, quoi. On va être sur 15-16% du cap. Donc, ça va handicaper ta marge salariale pour la Free Agency 2026, sauf si tu fais ce qu'ont fait les Sixers par exemple avec Tyrese Maxey, où tu attends le début de la Free Agency, de signer tes free agents pour ensuite prolonger ton rookie. Mais ouais, je pense que la question que j'ai, c'est je me demande à quel point le Jazz est vendeur sur Walker Kessler. Si jamais le Jazz est vendeur, pour moi ça doit être la priorité numéro 1 des Lakers, et je crois que je l'avais déjà évoqué au mois de février. Est-ce que le troisième dossier, c'est une autre Arlésienne qui sera free agent en plus, c'est le sign and trade de Miles Turner. Je m'en veux beaucoup. Petit retour en arrière sur l'épisode Pistons. On a parlé de Miles Turner pour les Pistons après avoir coupé l'enregistrement. En fait, ou en parlant de certains profils. Bref, tu ne crois pas à Miles Turner parce que moi, c'est les 3 noms que je vois associés aux Lakers. Il va finir sa carrière à Indiana, Miles Turner. C'est pas possible. Le mec, ça fait trop d'années où il s'est retrouvé dans des rumeurs de trade pour partir au moment où Indiana fait au minimum back-to-back finale de conf. Surtout que là, Miles Turner est quand même extrêmement bon sur cette campagne de playoff pour Indiana. Donc non, moi, je le vois pas partir. Vraiment, c'est hormis s'ils arrivent à nous trouver un truc de derrière les fagots, je sais pas, Brook Lopez, il doit être free agent, même s'il est free agent. De toute façon, même s'il est free agent, les Lakers, ils ont juste la tax player mid-level exception, donc ils ont que 5,6 millions à donner à n'importe quel free agent. Et puis, on va en parler de Brook Lopez dans je serai là pour le post-mortem Bucks. Après ce qu'on a dit sur les potentiels, sur la vieillesse de l'équipe, le côté peut-être athlétique qu'il faut renforcer au poste de pivot, c'est une masse, Brook Lopez, c'est une présence, c'est une carrure, mais à ce stade, c'est compliqué. Ouais. Pour ça que pour moi, t'as que 2 noms. C'est Claxton et potentiellement, réaliste, en tout cas, que moi, j'estime comme étant potentiellement des titulaires dans une équipe au moins compétitive, donc au moins, finale de conf. C'est Claxton et Walker Kessler. Mais pour les 2 contraintes que j'ai citées, l'un comme l'autre, ça va être difficile à réaliser. Continuons, Constance, sur un deuxième dossier que tu as voulu mettre en avant, c'est le problème financier de cette équipe. Parce que, oui, du côté des Lakers, on parle beaucoup de ce poste de pivot et des potentialités, mais je t'en parlais en off. Le truc, c'est que pour moi, il leur faut, et on raccroche le train qu'on a lancé en début de podcast, il leur faut 4 joueurs idéalement en plus. Alors, c'est totalement irréaliste de dire ça, mais ils ont certes besoin d'un renfort au poste de pivot, mais ils ont besoin de construire une rotation sans avoir d'argent. Oui, de toute façon, comme j'ai dit, ils sont au-dessus de la première apron, donc ils n'ont aucune marge financière et
Idéalement, il leur faut, enfin, si tu fais un peu la liste de courses des Lakers, il leur faut quoi? Il leur faut un pivot titulaire qui est capable de jouer du drop et qui amène une lob threat et qui amène de la verticalité. Un deuxième intérieur Un derrière. deuxième Parce intérieur que derrière, bien sûr. Voire même un troisième, hein, parce que les line-up à deux intérieurs, elles se multiplient. Ou alors, soit une line-up avec un 5 et un 4 uber athlétique qui peut se décaler au poste 5, ça commence à devenir légion dans la NBA de 2025 et bientôt dans la NBA de 2026. Il leur faut quoi? Un autre créateur en sortie de banc, parce que j'aime bien les minutes avec Austin Reeves et LeBron, mais je trouve que ça va quand même avoir ses limites. un mec sur le point of attack, sur la base Un arrière. défenseur sur le point of attack, et qu'est-ce qu'il leur faut? Un connecteur à l'aile? Ouais, parce que leurs mecs à l'aile viennent vraiment de 2019. Ouais, sauf De ouf. sauf Rui Hachimura, il mettrait un petit Ouais, bémol, peut-être. viteuf. Enfin, Ouais. Rui Hachimura, ça dépend des matchs, quoi. C'est un peu, ça, C'est voilà, c'est l'expérience. ça, match 5 de Rui Hachimura, il est très bien, hein. Le reste, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, tu vois, comment tu peux, C'est compliqué. Déjà, en avoir un profil sur ceux qu'on a déjà mentionnés serait une bonne bah, bien intersaison. sûr. Mais comment tu fais? C'est tout le problème, j'ai envie de dire, de la construction salariale des Lakers, c'est que vous avez LeBron qui prend 34% du cap, tu vas pas le trader. T'as Luka qui prend 30% du cap, et après t'as Rui Hachimura qui en prend 12, Dorian Finney-Smith qui en prend 10, Austin Reeves qui en prend 9, après Maxi Kleber et Gabe Vincent peut-être peuvent servir de monnaie d'échange. Tu vois, 7% du cap. Comme j'ai dit, si tu agrèges les deux, tu es à 22,5 millions, tu peux peut-être récupérer un bon joueur. Mais est-ce que les Lakers doivent agréger deux joueurs moyens pour récupérer un bon joueur, ou est-ce qu'ils doivent récupérer un bon joueur pour en échanger deux satisfaisants? Est-ce qu'ils doivent vraiment encore plus réduire la rotation, quitte à augmenter en qualité? Je suis pas convaincu de ça. Pour moi, ils devraient plutôt élargir. Et avec la construction financière de leur roster, moi, je trouve ça très compliqué, surtout que au niveau des pics de draft, en gros, ils ont le 2031 ou le 2032 à offrir, et sinon, c'est du swap 26, 28 et 2030. Je suis pas sûr que quelqu'un soit spécialement intéressé à l'idée d'avoir des swaps des Lakers, encore plus quant à Luka Doncic. Donc, ouais, pour moi, c'est que financièrement, ils peuvent pas échanger les contrats de joueurs qu'ils ont déjà pour récupérer un gain substantiel en termes de qualité de joueur. Et comme ils ont pas les assets en termes de pics de draft, c'est compliqué en fait. Les moyens d'améliorer ce roster, pour moi, sont assez limités cet été. Et c'est là où, moi, je reviens sur un truc que j'ai déjà dit. Les pics à long terme des Lakers, pour moi, ont toujours aucune valeur parce que c'est une équipe qui, historiquement, trouve toujours un moyen, on va pas disserter là-dessus, d'acquérir du talent. Donc, les pics 2032 des Lakers, même si tu te dis, peut-être que Luka d'ici là sera plus là ou je sais pas quoi, il y aura un autre mec qui sera là à sa place. Donc, les Lakers ont trop de pouvoir d'attraction. Après, je te rejoins et c'est pour ça, moi, où je pense qu'on s'inscrit en désaccord avec le reste enfin pas le reste, parce qu'on n'est pas dans la fanbase des Lakers, mais avec la fanbase des Lakers, c'est que il faut du nombre, il faut pas de la qualité, et que on a déjà commencé à en parler dans le podcast Pistons, et ça va être un des thèmes je pense, des post-mortem. Tout le monde recherche de la profondeur. Tout le monde a besoin des profils. Les profils que l'on a énumérés il y a 5 minutes, tout le monde en a besoin. Et les Lakers sont pas en position, s'il y a des courses à l'armement et s'il y a aussi des enchères qui deviennent folles, les Lakers ont pas la manne en termes d'assets, comme tu l'as très bien expliqué, ou en termes de contrats pour au jeu des enchères gagnées. C'est assez complexe et ils ont pas non plus, je dirais, de jeunes que tu pourrais te dire, bon, on va aller sur les prochaines saisons, sur la saison prochaine, on va essayer de leur faire gagner en responsabilité en se disant que peut-être on tient une rotation là. Ils en ont pas 3-4 en réserve, ne serait-ce que un ou deux pour te dire ça peut être un joueur de notre rotation dans les prochains playoffs. Donc, j'ai l'impression que cette question de profondeur qui en réalité se pose depuis 2-3 ans du côté des Lakers, va continuer à se poser. Oui, je suis d'accord. En terminant, constant avec un dossier sur les extensions de contrats qui pourraient pleuvoir du côté des Lakers avec Austin Reeves. On n'en a pas parlé précisément, Constant, mais je te lance sur l'extension d'Austin Reeves et je te lance sur ce que les fans des Lakers sont inventifs en général. Est-ce que tu crois à un trade d'Austin Reeves? Moi, je n'y crois pas, perso. Moi, je n'y crois pas pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. C'est que tu ne récupéreras pas un joueur du niveau d'Austin Reeves pour son salaire. C'est pas possible. On en a parlé, je crois, c'était quand on avait fait la FAQ au mois de février. On avait dit quels étaient les meilleurs contrats de NBA. On avait cité Austin Reeves. C'est l'un des meilleurs contrats de NBA. Il prend 8%, 9%, 9% et 8% du cap, là. Bon, la dernière, la 26-27, c'est une player option, mais puisque tu ne peux pas, encore si tu étais une équipe avec du cap space, ce qui sera pas le cas,
tu peux te dire, bon, j'échange Austin Reeves et je récupère un joueur qui est peut-être un peu meilleur que lui, mais qui prend 25 millions. Là, vu que tu es obligé de faire du dollar pour dollar, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc moi, je ne crois pas. Hormis si tu fais, je sais pas, quel joueur, si tu fais Austin Reeves plus Gabe Vincent, quel joueur touchant à peu près 23 millions là de tête, tu peux avoir qui sera meilleur qu'Austin Reeves? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Peut-être que tu auras un joueur qui sera entre guillemets plus compatible avec Luka Doncic, peut-être sur un profil plus défensif dans un registre différent, mais t'es obligé d'avoir la création d'Austin Reeves en fait. C'est ça. Je trouve qu'il y a un peu le traitement d'Angelo Russell, Austin Reeves, où pour un joueur qui est bien plus fort que lui, enfin, ou bien moins fort que lui, pour un joueur qui surpasse largement D'Angelo Russell, c'est que on oublie qu'il fait de mauvaises séries contre les Wolves et c'est pas un bon match-up pour lui. Mais au niveau du playmaking, enfin, ces playoffs te le montrent bien. Tu peux pas te ramener avec un playmaker. Il faut que tu aies des connecteurs et plusieurs joueurs capables d'offrir du playmaking. Il répond à ça, Austin Reeves. Moi, tu aurais Austin Reeves sur un contrat totalement exorbitant qui n'aurait ni queue ni tête. Ok. Là, j'ai beaucoup de mal à voir moi, je comprends pas ces rumeurs du côté des Lakers. Après, faut un peu un bouc émissaire. Je comprends, mais bref. Mais continuons sur l'extension. Il pourrait même être au contraire prolongé. Oui, de toute façon, c'est pas compliqué. Il y a la player option de LeBron James, il y a la player option de Dorian Finney-Smith, et en dehors de ça, Luka Doncic, Rui Hachimura, Austin Reeves, Maxi Kleber et Gabe Vincent sont tous éligibles à une extension dès cet été. Il va y avoir des décisions à prendre, puisque voilà, on sait plus ou moins, ça a été l'argument qui a été évoqué au moment du trade de Luka. Les Lakers voudraient se positionner sur la free agency 2026, puisque tu sais que c'est plus ou moins le moment où LeBron James sera à la retraite. Après, il peut quand même leur tirer une sacrée balle dans le pied en faisant une année de plus à 35% du cap et du coup te rajouter 60 millions sur la 26-27. Parce que tu peux pas dire non. Ouais, voilà. Ouais. Bon, par contre, après, tu peux dire non à Bronny James. Bon, ça c'est un autre truc. Mais oui, il peut quand même leur tirer une sacrée balle dans le pied s'il fait. Bah non, en fait, je vais faire une année de plus. Je vais faire mon retirement tour avec mes deux fils dans l'effectif. Mais tu vois, c'est Austin Reeves, tu vas être obligé de le remercier pour service rendu, j'ai envie de dire. Je crois que l'extension qu'il peut signer, s'il vient signer cet été, c'est 89 sur 4. Parce que comme il a signé à un montant qui était assez faible, puisque les règles d'extension, en dehors du fait d'être free agent, c'est soit 150% du précédent contrat que tu touchais, soit l'estimé, soit 125% ou 150% de l'estimate average salary player. Enfin, en gros, c'est le salaire médian en NBA qui est à 12 millions à peu près cette saison. Donc, c'est 89 sur 4. Voilà. En gros, retenez le chiffre, c'est 89 sur 4 s'il prolonge cet été. C'est pour ça que je sais plus qui disait ça, j'entendais ça, peut-être du côté de The Athletic, je sais plus. En gros, contractuellement, il a tout intérêt à part signer et de se réindexer sur le marché et y aller du coup, on est en 2025, dans un an. Dans un an. Bah oui. Donc ça, c'est la première problématique, c'est que moi, je veux bien que les Lakers, ils veulent rester attractifs, mais si tu récupères un pivot, quel qu'il soit, enfin, si tu récupères Claxton et si tu récupères Walker Kessler, eh ben, soit tu auras les 27 millions de Kessler qui vont te coûter, soit les 27 millions de Claxton, je vais y arriver, qui vont te coûter cher sur la Free Agency 2026, soit faudra payer Kessler sur la Free Agency 2026. Austin Reeves, s'il continue à montrer ce qu'il montre, alors j'ai pas en tête la liste des équipes avec du cap space à l'été 2026, mais il va y en avoir, et puis surtout, un profil comme Austin Reeves intéresse beaucoup d'équipes avec du cap space, parce que un jeune porteur de balle qui est quand même capable de faire du playmaking et qui est quand même capable d'avoir de l'autocréation, c'est un profil intéressant pour n'importe quel type d'équipe. Donc oui, hormis s'il fait un cadeau, entre guillemets, comme il avait fait le cadeau de prolonger il y a de ça 2 ans à un tarif moindre, je pense qu'il va vouloir lui aussi à un moment être récompensé pour service rendu ou en tout cas se réindexer sur le marché. Donc en fait, l'espèce d'illusion des Lakers en tant que ogre de la Free Agency 2026 avec du cap space de partout, pour moi on est plus proche d'une illusion que d'une réalité parce que va falloir prolonger ces joueurs-là. Et puis même Rui Hachimura il touche 12% du cap la saison prochaine. Rui Hachimura, c'est un joueur que tu as envie de conserver, qui reste relativement jeune, et je pense que vu l'impact statistique, en tout cas vu la production de Rui Hachimura, eh ben on va au moins rester sur 12 millions sur sa future extension, voire même on peut monter à, très honnêtement, 13, 14, voire 15. Et c'est là où leur potentielle fenêtre de 2026, pour moi, elle existe, mais elle existe dans un seul monde, c'est s'ils font un tapis.
C'est-à-dire s'ils décident d'y aller, de se dire bon bah on joue vraiment tout sur 2026, donc on ne prolonge pas un paquet de nos joueurs parce que c'est aussi un scénario de cette intersaison. Il y a un monde. On va dire que l'interview les confs de presse de fin de saison n'ont pas laissé penser ça, mais plutôt laissé penser qu'ils allaient continuer avec le même groupe, même si c'est toujours ce que tu vas afficher en conférence de presse. Mais tu peux te dire, on prolonge personne et on joue le coup avec Austin Reeves et on arrive à la Free Agency 2026 avec genre 4 mecs sous contrat et on joue tous sur la Free Agency. Ce qui est un plan, je pense, qui est totalement kamikaze parce que les Free Agency peuvent se réduire comme peau de chagrin à quelques semaines de l'échéance avec des équipes qui vont décider de prolonger leurs joueurs ou des échanges qui vont être faits. Enfin bref, il y a des choses qui peuvent amener une Free Agency à se réduire, mais c'est le seul monde où ça existe. Mais pour moi, c'est une prise de risque complètement folle alors que tu as un top 10 NBA qui est dans ton équipe, tout simplement. Après, ils peuvent même se ramener avec 0 joueur sous contrat à la Free Agency 2026. Alors, pas forcément, parce que bon, les cap holds de Luka Doncic sont pas assez avantageux. Enfin, même s'ils refusent sa player option pour la saison 2026-2027, ces cap holds seront plus élevés. Donc, t'as pas intérêt à faire ça. T'as intérêt de faire ça sur tes contrats rookies. Mais oui, comme j'ai dit, pour moi, tu peux faire ce truc de vas-y, on prolonge pas. En fait, tu peux te dire, on garde les cap holds de Rui Hachimura, d'Austin Reeves, de tous ces joueurs que je viens de citer. Et puis, si jamais tu arrives à choper un gros poisson à la Free Agency 2026, bah tu renonces à tous ces cap holds. Et puis, tant pis, ils partent dans la nature. Si jamais tu n'arrives pas à choper ces gros poissons, tu pries pour qu'il n'y ait aucune équipe qui soit alignée sur ces profils-là avant toi et tu peux les re-signer derrière. Mais je trouve que c'est un pari risqué, c'est un pari qui, une nouvelle fois, dépend du fait que LeBron James, est-ce que dans un an il prend sa retraite ou est-ce qu'il prolonge pour une année de plus? Ça, c'est une discussion qui va beaucoup... qui va tout simplement décider on l'a déjà dit, qui va décider de leur politique à ce moment-là. J'aimerais bien conclure sur un truc, Constant, c'est est-ce que l'équipe des Lakers qui entamera la saison 2025-2026, l'équipe des Lakers qui peut-être, on le souhaite pour les fans des Lakers, jouera en play-off et jouera peut-être les premiers rôles en 2025-2026, sera vraiment différente de celle qu'on a vue là. C'est-à-dire qu'on a passé tout le podcast, c'est-à-dire qu'ils avaient peu de moyens de se renforcer. C'est quoi? C'est un pivot qu'ils vont chercher et c'est peut-être un autre joueur de rotation, on ne sait pas trop comment et c'est tout. C'est globalement la même rotation. Ouais, c'est le même socle. J'ai envie de dire, c'est le même, c'est le LeBron, Doncic, Hachimura, Austin Reeves, je pense. Ouais. En tout cas, entre Hachimura et Dorian Finney-Smith, t'en gardes un des deux. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est éjectable, mais plus du coup Dorian Finney-Smith, avec cette player option, ça va être compliqué de l'échanger, mais parce que t'as un laps de temps avant que tu puisses l'échanger. Enfin bref, mais je sais pas, c'est de toute façon tu peux pas trop bouger, donc tu vas pas toucher à LeBron, Luka Doncic, t'as certainement pas envie de toucher à Austin Reeves. Je pense vraiment que ils vont bouger parce que ça reste les Lakers, ils ont un tel besoin au poste de pivot je vois pas pour moi, c'est très peu probable que les Lakers se ramènent avec l'Opening Night sans avoir fait un trade majeur pour récupérer à l'intérieur. Mais j'ai envie de dire, il y a peut-être un scénario où les Lakers n'ont fait entre guillemets que ça durant l'intersaison. Puis le problème, en faisant la liste des pivots avant de commencer, je me faisais cette réflexion, c'est qu'il n'y a pas de pivot en manque d'exposition qui pourrait se dire je vais utiliser les Lakers avec Luka Doncic et LeBron comme un moyen de faire augmenter ma valeur et d'aller sur le marché après. J'ai pas vu ce profil-là, quelque part. Tu pourrais dire que c'est peut-être le profil de Walker Kessler en sorte, mais pas tellement, parce que je pense qu'il a déjà montré des choses peut-être en saison rookie, après ça a été un peu plus compliqué, mais il n'y a pas ce pivot qui peut se dire je demande à mon agent d'aller du côté des Lakers parce que c'est une opportunité pour moi d'ensuite d'aller sur le marché, de fructifier cette année-là. Donc compliqué. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'on se dirige plus ou moins vers ça et parce que même leurs joueurs, tu l'as déjà dit, donc je fais que répéter ce que tu as dit, mais les Jared Vanderbilt, etc., les Gabe Vincent, j'imagine peu de valeur pour eux. Donc, si c'est ça que ta monnaie d'échange pour le pivot, qu'est-ce que tu vas me ramener? On sait pas vraiment. Mais moi, je conclurai juste en disant un truc. Dallas a le first pick. Oui. Oui, je me disais bien, il y a un profil. Dallas. Daniel Gafford. Dallas a le first pick. Bon, quand on connaît les relations entre Nico Harrison et Rob Pelinka, si jamais tu veux faire jouer Cooper Flagg au poste 4 avec PJ Washington, enfin, j'ai même envie de te dire, Dallas a le first pick, ça vaut pour Gafford et pour PJ Washington. Que quand t'amènes Cooper Flagg, faut libérer de la place à l'intérieur.
Moi, c'est, tu vois, quitte à être dans... De toute façon, dès qu'il y a Dallas, faut que ce soit en théorie du complot. Moi, je dis que ma théorie du complot, c'est que Dallas a le first pick et qu'il faut faire de la place à Cooper Flag. T'aimerais PJ Washington dans cette équipe-là? Moi, j'aimerais PJ Washington en Chine, mais pour des raisons qui sont liées à personnelles, qui sont liées à ma franchise, à des traumatismes. En Chine, très loin. Mais PJ Washington en pivot, bon, je préfère Gafford si je suis fan des Lakers, mais je préfère avoir PJ Washington que Jackson Hayes. Oh, tu vas me donner à réfléchir après ce podcast parce que oui, la théorie Gafford, je l'avais vu flotter, mais celle PJ Washington un peu moins. Après, quel PJ Washington aussi? Peut-être un soir de février contre OKC à 9 sur 10 à 3 points. Un soir de mai. Un soir de mai, mais le reste de la saison un peu plus en difficulté. En tout cas, Constant, eh bien merci pour ce post-mortem Lakers où j'ai l'impression que les post-mortem se suivent et se ressemblent. En tout cas, si on prend ensuite Détroit dans une autre perspective, mais cette idée de tout le monde a besoin de road players, mais où les trouver en fait? Et on va peut-être bientôt s'acheminer vers des équipes qui ont elles plus la puissance pour aller chercher ces role players, mais qui font pas liaison. On devrait faire limite une liste des role players disponibles ou en tout cas des joueurs que tu peux ajouter à un effectif et qui ferait pas tâche dans une rotation de playoff, et ça court pas les rues parce qu'il y a tellement d'équipes qui essayent d'être compétitives que elles vont retenir ces joueurs. Le problème d'avoir 7 champions différents en 7 ans, c'est que tout le monde plus ou moins se dit on a ma chance, mais après tu vois, je pensais à un truc là. Tu parlais d'équipe vendeuse. Porzingis, il prend 29 millions. Le post-mortem Celtics, il risque d'être ça va être un des plus étranges qu'on doit faire. Parce que entre ce qu'il y a sur le papier et la réalité qu'a amené c'est fou qu'on termine l'épisode Lakers en parlant des Celtics. Bien sûr. Bref, la réalité dans laquelle plonge la blessure de Jason Tatum et les questions contractuelles et d'explosion de cet effectif en termes de coûts pour les contrats. Bref. À voir. Mais ce n'est pas maintenant. On essaye de faire un peu un ordre chronologique ou plus ou moins. C'est-à-dire que il n'y aura pas les Celtics avant que toutes les équipes du premier tour aient été faites et on en est à la moitié officiellement. Donc il nous en reste quelques-unes dont les Bucks. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à nous écouter sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Podcast Addict, Apple Podcast et Spotify, sur YouTube également, à nous suivre, vous abonner et activer la cloche. Ouais, je suis un YouTuber, pas autant Constant qui fait à peu près 15 000 débriefs avec War Thunder en ce moment. Et puis, suivez-nous sur Twitter. On vous souhaite de bonnes finales de conf et puis on se retrouve très vite pour un nouveau post-mortem. Salut! Salut!